Mais entre elles, il y a du noir, beaucoup de noir. Ça paraît évident, mais réfléchissez-y une seconde. Rien que dans notre galaxie, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et des galaxies, il y en a probablement des milliers de milliards dans l'univers observable. Toutes ces étoiles brillent en permanence, dans toutes les directions, et depuis des milliards d'années. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a du noir entre elles? Pourquoi est-ce que la nuit est noire? Alors, c'est sûr, dit comme ça, la question elle paraît presque naïve, le genre de question qu'un enfant de 5 ans pose à ses parents et qu'on balaye en 2 secondes. On pourrait se dire, c'est parce que le soleil est de l'autre côté de la Terre. Sauf que non, c'est pas la bonne réponse. Enfin, c'est une partie de la réponse, mais c'est pas la vraie question. La vraie question c'est, si l'univers est rempli d'étoiles dans toutes les directions, pourquoi est-ce que le ciel n'est pas un mur de lumière? Pourquoi est-ce qu'il y a du noir quelque part? Cette question, elle a occupé les esprits des plus grands scientifiques pendant 4 siècles. Kepler, Halley, Olbert, des noms que vous connaissez peut-être déjà, eh bien, ils se sont tous cassés les dents sur cette question. Et la réponse, quand on la comprend, ça nous apprend quelque chose d'extrêmement important sur l'univers dans lequel on vit. Quelque chose que personne n'avait vu venir à l'époque, sauf peut-être un poète. Alors pour bien comprendre pourquoi est-ce que cette question est un problème, il faut d'abord se mettre dans la tête des gens qui pensent que l'univers est infini. Pendant très longtemps, c'est ce dont on était persuadé. Un univers sans bord, sans limite, rempli d'étoiles dans toutes les directions et pour toujours. Eh bien, si c'est le cas, alors ça pose un problème, un gros problème. Mais avant de continuer, si ce genre de révélation te fascine, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne regarde pas simplement l'univers, on apprend à le comprendre autrement. Et j'ai une petite mission pour toi. Dans les commentaires, écris un seul mot, lumière. Parce que tu vas bientôt découvrir que, même dans le noir absolu, la lumière est partout. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas découvrir va complètement changer ta façon de voir le ciel. Et il y a une révélation, une seule, qui va te faire comprendre que la nuit n'est peut-être pas ce que tu crois. Alors maintenant, prépare-toi. Parce qu'on va plonger ensemble, au cœur d'un mystère cosmique, que même les plus grands scientifiques ont mis des siècles à comprendre. Imaginez que vous êtes dans une forêt immense, une forêt tellement immense qu'elle n'a pas de fin. Peu importe la direction dans laquelle vous regardez, votre regard finit toujours par tomber sur le tronc d'un arbre. Peut-être qu'il est à 10 mètres, peut-être qu'il est à 100 mètres, peut-être qu'il est à 100 kilomètres. Mais dans une forêt infinie, chaque ligne de visée aboutit systématiquement sur un arbre. Il n'y a pas de trouée, il n'y a pas de ciel visible à travers les branches. Juste des troncs partout et dans toutes les directions. Eh bien, dans un univers infini rempli d'étoiles, c'est exactement pareil. Chaque direction dans laquelle vous pointez finit par tomber sur la surface d'une étoile. Peut-être qu'elle est proche, peut-être qu'elle est à des milliards d'années-lumière, mais elle est là et elle brille. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais les étoiles lointaines, elles sont moins lumineuses, on les voit à peine. Ça ne peut pas suffire pour éclairer tout le ciel. Et c'est vrai qu'une étoile lointaine paraît moins brillante qu'une étoile proche. C'est la loi de l'inverse du carré. Une étoile 2 fois plus loin paraît 4 fois moins lumineuse. 3 fois plus loin, elle paraît 9 fois moins lumineuse. Sauf que là, il y a un truc. C'est un concept que la plupart des gens ne connaissent pas forcément. Ça s'appelle la brillance de surface. Prenez le soleil par exemple. Éloignez-le 3 fois plus loin, donc sa luminosité totale baisse de 9 fois, on est d'accord. Mais son diamètre apparent, lui aussi, a diminué. Il paraît 9 fois plus petit que sa surface. Donc, quand vous faites le calcul, la brillance de chaque petit point de sa surface est exactement la même. C'est un petit peu comme un écran de télé. Reculé dans le salon, l'écran apparaît plus petit, mais chaque pixel est toujours aussi lumineux. La couleur du pixel ne change pas avec sa distance. Vous voyez toujours le même blanc, le même rouge et le même bleu. Et ça change tout, parce que ça veut dire que peu importe la distance, si votre regard tombe sur la surface d'une étoile, ce point du ciel a une brillance comparable à celle d'une surface stellaire. Pas un peu brillant, pas vaguement lumineux, mais aussi brillant que la surface d'une étoile. Donc, dans un univers infini, éternel et uniformément peuplé d'étoiles, chaque point du ciel devrait avoir la brillance d'une surface stellaire. Le ciel entier devrait être un mur de feu, de jour comme de nuit.
Pas de crépuscule, pas d'étoiles scintillantes sur fond noir, juste une lumière aveuglante, partout et tout le temps. La Terre serait inhabitable. La vie n'existerait pas, rien d'ailleurs ne pourrait exister, parce que tout serait porté à des milliers de degrés. Et pourtant, quand vous sortez le soir, c'est noir. Vous regardez le ciel, et il est noir. Énormément de noir. Des étoiles ici et là, oui, mais surtout du noir. Du vide apparent. Du silence lumineux. Et ça, c'est pas un problème mineur, c'est pas un détail, c'est une contradiction frontale entre ce qu'on observe et ce que la logique prédit. Si l'univers est infini et éternel, le ciel devrait être blanc. Or, il est noir. Donc l'un d'eux a tort. Soit l'univers n'est pas ce qu'on croit, soit on a raté quelque chose de fondamental. Ce problème a un nom, on l'appelle le paradoxe d'Olbert, même si le problème était discuté bien avant lui. C'est l'astronome allemand Heinrich Olbert qui lui a donné sa formulation la plus connue en 1823. Mais en réalité, Olbert était loin d'être le premier à se poser cette question. Ce paradoxe, il a hanté des générations de scientifiques. Et l'histoire de ceux qui ont essayé de le résoudre, c'est presque aussi fascinant que la réponse elle-même. Le premier, c'est un Anglais du XVIe siècle, Thomas Digges. En 1576, Digges publie un texte, avec un titre à rallonge comme on l'aimait à l'époque, A Perfect Description of a Celestial Orb. Digges était l'un des premiers à défendre l'idée de Copernic. La Terre tourne autour du Soleil, pas l'inverse. Mais Digges va plus loin que Copernic, beaucoup plus loin. Copernic, lui, pensait encore que les étoiles étaient fixées sur une sphère comme des clous plantés dans un plafond. Il y avait un bord, une limite. Digges supprime la sphère. Pour lui, les étoiles s'étendent à l'infini dans toutes les directions. C'est le premier, en tout cas, dans un texte publié, à imaginer un univers véritablement infini. Et c'est là qu'il réalise quelque chose. Si les étoiles sont partout, si elles remplissent l'espace dans toutes les directions sans fin, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas toutes? Pourquoi est-ce qu'il y a du noir entre elles? À l'époque, il n'avait pas trouvé de réponse, mais il a posé la question. Et rien que ça, en 1576, c'était déjà énorme. Parce que, pour se poser cette question, il fallait d'abord accepter que l'univers puisse être infini. Et à l'époque, c'était une idée radicale. L'Église défendait un cosmos fini, ordonné, avec la Terre au centre et des étoiles sur une sphère fixe. Dire que l'univers n'avait pas de bord, c'était remettre en question l'ordre établi. 34 ans plus tard, en 1610, c'est Kepler qui s'y colle. Kepler, le génie qui a découvert les lois du mouvement des planètes. Et Kepler, lui, ne cherche pas à résoudre le paradoxe. Il l'utilise. Il utilise le ciel noir comme preuve. Si le ciel est noir, dit-il, c'est que l'univers n'est pas infini. Point, c'est tout. Pour lui, le noir du ciel, c'est la preuve qu'il y a une limite, un bord, un endroit où les étoiles s'arrêtent. Au-delà, c'est le vide, le néant. Pour Kepler, le problème était réglé. Sauf qu'il ne l'était pas. Parce que la réponse de Kepler est un petit peu trop facile. C'est un peu comme dire, pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas? Eh bien parce qu'il n'y a pas de nuages. D'accord, mais ça n'explique rien. Ça décrit juste. Et d'autres astronomes, eux, ne sont pas prêts à abandonner l'idée d'un univers infini juste parce que le ciel est noir. En 1721, Edmond Halley, oui, celui de la comète, reprend le problème. Et Halley fait un calcul malin. Il divise l'univers en couches concentriques comme des pelures d'oignons. La première couche est proche, elle contient peu d'étoiles, mais elles sont brillantes. La deuxième couche est 2 fois plus loin, elles contiennent 4 fois plus d'étoiles, mais chacune est 4 fois moins lumineuse. Résultat, la lumière totale de chaque couche est exactement la même. Première couche, deuxième couche, centième couche, millionième couche, c'est la même contribution. Et s'il y a une infinité de couches, la lumière totale est infinie. Le problème tient toujours. Alors, en 1744, un astronome suisse, Jean-Philippe Lloyd de Chezeaux, propose une solution. Peut-être, dit-il, que la lumière des étoiles lointaines est absorbée en chemin. Peut-être qu'il y a de la matière entre les étoiles, de la poussière, du gaz, quelque chose qui bloque la lumière comme un brouillard qui bloquerait la vue. Olbert reprendra d'ailleurs exactement la même idée en 1823, presque un siècle plus tard. C'est élégant, c'est intuitif, sauf que c'est faux. Parce que si cette poussière absorbe la lumière, elle chauffe. C'est la physique de base. Sauf que tout corps qui absorbe de l'énergie finit par en réémettre.
Donc si elle chauffe assez longtemps, et dans un univers éternel, elle a littéralement tout le temps du monde, elle finit par rayonner elle-même. Elle devient aussi chaude que les étoiles qu'elle cache. C'est un petit peu comme mettre un paravent devant un radiateur. Au bout d'un moment, le paravent est tout aussi chaud que le radiateur lui-même, donc ça résout rien. Ça fait que déplacer le problème. Donc, en 1823, on a un paradoxe vieux de presque 250 ans. Les plus grands esprits scientifiques s'y sont cassés les dents, Kepler, Halley, Chezeaux, Olbert, personne n'a trouvé. Tout le monde tourne en rond. Et là, l'histoire devient fascinante. Parce que la première personne qui a trouvé le début d'une vraie réponse, c'est pas un physicien, c'est pas un astronome, c'est même pas un mathématicien, c'est un poète. Edgar Allan Poe. Alors oui, c'est l'auteur du Corbeau, l'inventeur du roman policier, l'homme qui écrivait des histoires de meurtre, de folie, de terreur. L'homme qui a inventé le genre du récit d'horreur psychologique. C'est lui qui a entrevu avant tout le monde l'idée centrale de la solution à un problème que les plus grands scientifiques n'arrivaient pas à résoudre depuis 3 siècles. En 1848, Poe publie un texte étrange, un long poème en prose qu'il appelle Eureka. C'est un texte bizarre, ambitieux, démesuré. Poe y décrit rien de moins que la naissance de la structure et le destin de l'univers entier. Pas un poème sur l'amour ou la mort, un poème sur la cosmologie. Les critiques le descendent, ses amis pensent qu'il a perdu la tête. Et on peut le comprendre, c'est un auteur de nouvelles fantastiques qui prétend expliquer l'univers. Le 3 février 1848, il donne une conférence sur Eureka à la Society Library de New York. Il y avait 60 personnes dans la salle. C'est pas exactement ce qu'on appelle un triomphe. Poe, lui, est convaincu de son chef-d'œuvre. Plus important que le Corbeau, plus important que toutes ses nouvelles. Il pense avoir écrit le texte le plus important de sa vie. Et il avait peut-être raison. Parce que dans Eureka, il y a un passage où Poe écrit en substance « Si les étoiles étaient infinies en nombre, alors chaque point du ciel serait lumineux, comme la Voie lactée elle-même, puisqu'il n'y aurait aucun point dans tout cet arrière-plan où il n'existerait pas une étoile. » Ici, il reformule le paradoxe d'Olbert, parfaitement, clairement, d'ailleurs mieux que la plupart des scientifiques de son époque. Et puis, il donne sa réponse, et elle tient en 3 idées. Premièrement, la lumière voyage à une vitesse finie. Elle ne se téléporte pas. Elle met du temps à traverser l'espace. Et l'espace est grand, immensément grand. Il y a des gouffres de vide entre les étoiles, des distances tellement colossales que la lumière met des millions, des milliards d'années à les parcourir. Deuxièmement, et c'est là que Poe est génial, l'univers a un âge. Il n'a pas toujours existé. Il y a eu un moment dans le passé où les étoiles n'existaient pas encore, où rien ne brillait, où l'univers était jeune, sombre et vide de lumière. Et s'il a un âge, et que la lumière met du temps à voyager, alors la lumière des étoiles les plus lointaines n'a tout simplement pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Pas encore. Elle est en chemin. Quelque part dans le vide, entre leurs étoiles et nos yeux, il y a des photons qui voyagent depuis des milliards d'années et qui ne sont toujours pas arrivés. Les zones noires du ciel ne sont pas des zones vides, ce sont des zones dont la lumière est encore en cours de route. L'idée de Poe tient en une seule phrase, il n'y a tout simplement pas eu assez de temps. Il a écrit ça en 1848, 80 ans avant que Hubble ne découvre que l'univers est en expansion, 120 ans avant la découverte du fond diffus cosmologique. Et il avait anticipé un élément central de la réponse. Un poète avec son intuition et sa plume, sans télescope, sans équation et sans laboratoire. Il est mort 1 an plus tard, en 1849 à 40 ans, dans des circonstances mystérieuses. On l'a retrouvé dans les rues de Baltimore, délirant en portant des vêtements qui n'étaient pas les siens. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé, sans jamais savoir qu'il avait entrevu la clé d'un problème vieux de 3 siècles. Personne ne lui a dit, personne ne l'a reconnu de son vivant. Ça n'est qu'en 1987 que l'astronome Edward Harrison, dans son livre Darkness at Night, reconnaîtra que Poe a eu, bien avant les physiciens, l'une des intuitions décisives sur la solution au paradoxe d'Olbert. Ici, on a un exemple où un poète a vu plus loin que les physiciens. Il avait l'intuition juste, mais il n'avait pas les outils pour le démontrer. Il n'avait pas les maths, pas les instruments, pas les données. Il avait juste son imagination et sa logique. Et pendant presque un siècle, personne dans la communauté scientifique n'a pris Eureka au sérieux. C'était un poème écrit par un auteur de science-fiction qui parlait de cosmologie.
Autant dire que ça n'avait aucune crédibilité. La science va mettre presque un siècle à rattraper ce qu'un poète avait deviné. En 1901, Lord Kelvin, l'un des physiciens les plus importants du 19e siècle, celui qui a donné son nom à l'échelle de température absolue, le degré Kelvin, reprend l'argument de Poe. Mais cette fois, il le met en équation. Il calcule combien de temps il faudrait dans un univers statique rempli d'étoiles pour que la lumière de toutes ces étoiles remplisse le ciel et le rende uniformément brillant. La réponse est de l'ordre de grandeur de 10 puissance 23 ans dans ce type de rayonnement. C'est un 1 suivi de 23 zéros. C'est un nombre absurde. L'univers n'a que 13,8 milliards d'années. On n'est même pas à une fraction infinitésimale du temps nécessaire. Kelvin a donc formalisé par le calcul ce que Poe avait deviné par l'intuition. L'univers est beaucoup trop jeune pour que le ciel soit lumineux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en 1929, Edwin Hubble fait une découverte qui change absolument tout. Hubble travaille sur le mont Wilson, en Californie, avec le plus grand télescope du monde à l'époque. Et en observant les galaxies lointaines, il remarque quelque chose d'étrange. Leur lumière est décalée vers le rouge. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Vous connaissez ce phénomène, même si vous ne connaissez pas le nom. C'est celui qui fait qu'une ambulance a un son plus aigu quand elle s'approche de vous et plus grave quand elle s'éloigne. Les ondes sonores sont comprimées dans un sens, étirées dans l'autre. Sauf que là, c'est pas du son, c'est de la lumière. Et si la lumière des galaxies est décalée vers le rouge, ça veut dire qu'elles s'éloignent de nous, toutes, dans toutes les directions. Et plus elles sont loin, plus elles semblent s'éloigner vite. L'univers est en expansion. Et ça, c'est la deuxième pièce du puzzle. Parce que dans un univers en expansion, la lumière des étoiles lointaines n'est pas seulement en retard. Elle est aussi étirée, physiquement étirée. L'espace lui-même se dilate et la lumière qu'il traverse se dilate avec lui. Sa longueur d'onde augmente, elle perd de l'énergie. La lumière visible devient l'infrarouge devient le micro-ondes, et les micro-ondes, on ne les voit pas, elles sont invisibles à l'œil nu. C'est un petit peu comme si vous dessiniez une onde sur un élastique et que vous l'étiriez un maximum. L'onde s'étire, elle s'aplatit, elle perd en intensité. C'est exactement ce qui arrive avec la lumière des étoiles lointaines dans un univers en expansion. Donc alors maintenant, on a deux raisons pour lesquelles le ciel est noir. Primo, l'univers est trop jeune pour que toute la lumière soit parvenue, et l'expansion étire la lumière qui nous parvient au point de la rendre invisible. Mais il y a aussi une troisième raison, et elle est peut-être plus fondamentale. Les étoiles meurent. On a longtemps cru qu'elles brillaient éternellement, qu'elles étaient là depuis toujours et qu'elles seraient là pour toujours. Des flammes éternelles accrochées au firmament. Mais au XXe siècle, on a compris que les étoiles fonctionnent par réaction thermonucléaire. Elles brûlent de l'hydrogène, le transforment en hélium, et quand le carburant est épuisé, elles s'éteignent. Certaines en quelques millions d'années, les plus massives, les plus gourmandes, d'autres en quelques milliards, comme notre Soleil, qui est à peu près à la moitié de sa vie. Aucune ne brille éternellement. Et si les étoiles ont une durée de vie finie, alors même dans un univers infini, il n'y a aucun moment où il y a assez d'étoiles allumées en même temps pour illuminer tout le ciel. C'est un petit peu comme des ampoules sur une guirlande géante. Si chaque ampoule s'allume et s'éteint à des moments différents, et qu'il n'y en a jamais assez pour allumer l'intégralité de la guirlande en même temps, eh bien la guirlande ne sera jamais entièrement lumineuse. Et ça, même si elle est infiniment longue. Les deux premières idées règlent l'essentiel du paradoxe. L'univers observable a un âge fini et son expansion décale la lumière lointaine hors du champ visible. Le fait que les étoiles ne brillent pas éternellement va dans le même sens, ça renforce la réponse, mais c'est pas à lui seul le cœur de la solution. C'est la combinaison des deux premiers qui fait tout le travail. Enfin presque. Parce qu'en réalité, la nuit n'est pas réellement noire. En 1964, deux physiciens de Bell Labs dans le New Jersey ont fait une découverte complètement par accident. Arno Pienzas et Robert Wilson. Pienzas, c'est un réfugié. Il est né à Munich, en Allemagne, et sa famille a fui le régime nazi quand il était enfant. Il est arrivé aux États-Unis sans rien. Et le voilà 20 ans plus tard en train de travailler sur une antenne radio géante posée sur une colline de Homdale. Une espèce d'énorme cornet de métal de 6 mètres de haut qui ressemble à une oreille pointée vers le ciel.
Pienzas et Wilson ne travaillent pas sur la cosmologie. Ils ne cherchent pas le Big Bang. Ils cherchent à résoudre le paradoxe d'Olbert. Ils font de la radioastronomie. Ils essayent de capter des signaux faibles venant de la Voie lactée, des trucs très techniques et très spécifiques. Mais il y a un problème. L'antenne capte un bruit de fond, un sifflement faible mais constant qui semble venir de partout. Pas une direction précise, d'absolument partout. Peu importe où il pointe l'antenne, nord, sud, est, ouest, même vers le sol, vers le zénith, le bruit est toujours là et toujours le même, de la même intensité. Ils pensent d'abord que c'est un défaut de l'instrument. Ils vérifient tout, ils le démontent pièce par pièce, ils le reconstruisent. Wilson fabrique une nouvelle section de gorge pour l'antenne de ses propres mains. Il se demande si c'est pas le bruit de radio de New York, les retombées d'un essai nucléaire dans le Pacifique, les ceintures de Van Allen, ces anneaux de particules chargées qui entourent la Terre. Et puis, il trouve deux pigeons. Deux pigeons qui ont fait leur nid à l'intérieur du cornet de l'antenne. Ils se disent, c'est peut-être des fientes de pigeons qui perturbent le signal. Alors, ils attrapent les pigeons avec un piège, ils nettoient tout, ils récurent l'intérieur de l'antenne, et le bruit est toujours là. Pendant 1 an, ils cherchent. 1 an à éliminer les hypothèses, une par une. Et au bout d'1 an, ils comprennent. Ce qu'ils entendent, ce n'est pas du bruit. C'est pas un défaut, c'est pas des pigeons. C'est la plus ancienne lumière qu'on puisse observer. Un vestige du tout jeune univers. La toute première lumière de l'univers émise il y a 13,8 milliards d'années, 380 000 ans après le Big Bang, au moment exact où l'univers est devenu transparent. Avant ça, pendant 380 000 ans, l'univers était tellement dense, tellement chaud, que la lumière ne pouvait pas voyager. C'était opaque, complètement opaque, un petit peu comme un brouillard infiniment épais. Elle était piégée. Les photons rebondissaient en permanence sur les particules comme une balle de ping-pong dans une pièce remplie d'obstacles. Et puis, au bout de 380 000 ans, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les noyaux atomiques. La matière est devenue transparente. Et la lumière s'est échappée d'un coup dans toutes les directions et partout. À cette époque, cette lumière était visible, chaude, orangée, environ à 3000 degrés. Si vous aviez été là, ce qui est évidemment impossible, mais imaginons, vous auriez vu un ciel entièrement orange, lumineux et brûlant. Partout, pas de noir, pas d'étoiles, juste cette lumière qui baigne tout l'univers. Mais depuis, l'expansion de l'univers l'a étirée, sa longueur d'onde a été multipliée par plus de 1000. Elle est passée du visible au micro-ondes. Sa température est tombée à 2,725 degrés au-dessus du zéro absolu. Moins 270 degrés Celsius. C'est presque rien, mais pas rien. Et cette lumière, elle est partout. Dans toutes les directions, elle remplit l'univers entier. Vous êtes en train de baigner dedans en ce moment même. Elle traverse les murs, elle traverse votre corps, elle traverse tout. Elle était là avant que la Terre existe, elle était là avant que le Soleil existe, elle était là avant que les premières étoiles s'allument. Si vous pouviez voir les micro-ondes, le ciel nocturne ne serait pas noir du tout. Il brillerait uniformément dans toutes les directions. Pas très fort, mais partout. Un fond lumineux continu sans trou, sans zone d'ombre. Le ciel n'est donc pas vide de lumière. Il est rempli d'un fond cosmologique uniforme, invisible à l'œil nu. La nuit brille. C'est juste qu'on ne le voit pas. Pienzas et Wilson ont reçu le prix Nobel de physique en 1978, et le piège à pigeons qu'ils ont utilisé pour attraper les deux intrus est aujourd'hui exposé à Washington. C'est peut-être l'objet le plus improbable de toute l'histoire de la science. Un piège à pigeons qui a mené à la preuve du Big Bang. Et d'ailleurs, Wilson a dit une phrase que j'aime beaucoup. On cherchait un halo autour de la Voie lactée, et on a trouvé autre chose. Quand une expérience tourne mal, c'est souvent le meilleur résultat possible. Et c'est là qu'on arrive, je pense, à quelque chose que je trouve assez beau. La nuit n'est pas noire. Le ciel n'est pas sombre. Le ciel brille en permanence. Il brille dans toutes les directions, tout le temps, depuis 13,8 milliards d'années. Mais il brille dans une longueur d'onde que nos yeux ne peuvent pas voir. On est biologiquement aveugle à la lumière la plus ancienne de l'univers. Et pourtant, elle est partout autour de nous. En latin, il y a 2 mots pour dire noir. Aether et Niger. La différence entre les deux, je la trouve assez fascinante. Aether, c'est le noir mat, le noir éteint, le noir lugubre, c'est le noir de l'absence, le noir du deuil, le noir du vide. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot atroce.
Et Niger, lui, c'est le contraire, c'est le noir brillant, c'est le noir qui a de l'éclat, c'est le noir d'un plumage de corbeau qui brille au soleil, c'est le noir d'un ciel d'encre qui scintille d'étoiles. Et c'est de Niger que vient le verbe dénigrer. Dénigrer, étymologiquement, ça veut dire retirer l'éclat de quelque chose, retirer sa brillance. Et c'est exactement ce que font nos yeux. Chaque nuit, ils dénigrent la nuit, ils retirent son éclat. La nuit brille, mais nos yeux ne sont pas équipés pour le voir. Nos rétines ne captent que la lumière visible. Le rouge, le orange, le jaune, le vert, le violet. Mais les micro-ondes passent à travers sans qu'on puisse s'en rendre compte. On est aveugle à 99% du spectre électromagnétique. On voit qu'une toute petite fenêtre de la réalité et on croit que c'est toute la réalité. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un concert, mais que vous ne pouviez entendre qu'une seule note. Vous diriez que la salle est presque silencieuse, mais en réalité, il y a un orchestre entier en train de jouer. Les astronomes, eux, avec leurs radiotélescopes, leurs satellites, leurs détecteurs de micro-ondes, ils ont rénigré la nuit. Ils ont rendu sa brillance. Ils ont montré que le ciel nocturne est en réalité un océan de lumière fossile. Le vestige du tout premier instant de l'univers est devenu visible. Alors, cette question, pourquoi la nuit est noire, elle paraît presque ridicule. Comme on l'a dit, c'est le genre de question qu'on a tendance à balayer du revers de la main. Sauf qu'en réalité, cette question, elle contient tout. Elle contient le fait que l'univers a un âge, qu'on n'a pas toujours existé, qu'il y a eu un début, qu'en remontant le temps, on atteint un état extrêmement chaud et dense il y a environ 13,8 milliards d'années.